bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, excusez-moi pour la voix, ça va être un peu compliqué. Alors, monsieur le Premier Conseiller de gouvernement, chers partenaires, chers invités, chers amis, chère Madame Olivier Broguigou, au nom de l'Institut français du Luxembourg, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, ici à Luxembourg et plus particulièrement à l'Université du Luxembourg, pour cette conférence scientifique intitulée « Procédés et coefficients et énergie renouvelable ». Donc l'Institut français du Luxembourg tient à remercier tous ses partenaires, donc l'association Victor Hugo, pour son soutien renouvelé à l'organisation de ce cycle de conférences intitulé « La recherche au féminin », les sociétés AG2R La Mondiale et Société Générale Bank & Trust. Je salue ici Madame Marie-Hélène Massard, Monsieur Fabrice Sauvignon et Madame Véronique de la Bachelet. Mes remerciements également à l'Université du Luxembourg, représentée ici par son vice-recteur à la recherche, Monsieur Nizos, et par son chargé de culture scientifique, de promotion de la culture scientifique et technique, Monsieur Massimo Malvetti, donc pour la mise à disposition de ce bel espace de conférence. Donc avec ce cycle de conférences intitulé « La recherche au féminin », lancé en 2013, nous pouvons mettre en œuvre une de nos missions principales à l'Institut français du Luxembourg, assurer la coopération scientifique entre nos deux pays, faire connaître les savoirs des deux côtés de la frontière et les faire dialoguer. Nous sommes d'autant plus ravis de vous accueillir, chère Madame Bourguigou, après l'accord universel conclu lors de la conférence mondiale sur le climat, la COP21, le 12 décembre dernier. L'accord qui, selon Laurent Fabius, notre ministre de tutelle, est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Donc, je représenterai brièvement votre carrière. Donc, vous êtes diplômé de l'École nationale de chimie de Rennes, docteur en chimie de l'Université Pierre et Marie Curie, et vous avez rejoint l'Institut français du pétrole, devenu depuis l'IFP Énergie Nouvelle. Depuis 2003, vous dirigez le département de catalyse moléculaire de cet institut à Lyon. Vous êtes reconnu parmi les meilleurs experts mondiaux dans votre discipline. Vos travaux contribuent au rayonnement de la catalyse française au niveau international et ont donné lieu à de nombreuses applications concrètes et 98 brevets pour une chimie plus respectueuse de l'environnement. Depuis 2013, vous êtes présidente de la division catalyse de la Société chimique de France. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Je vous remercie d'être venu à l'Institut français du Luxembourg pour donner cette conférence grand public et je vous remercie également d'avoir donné un peu de votre temps ce matin pour encourager les jeunes à suivre une carrière scientifique au lycée de l'Athénée. Un grand merci. Si vous m'entendez, c'est peut-être pas nécessaire que je prenne le micro comme la salle est petite, vous me dites. Ça s'entend? Il faut que je prenne le micro? Non? C'est bon? C'est bon, donc je tiens vraiment à vous remercier, Madame Daniel et l'Institut français du Luxembourg, pour me donner cette opportunité d'être là aujourd'hui. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles aussi peut-être. Donc je suis vraiment très, très honorée que vous soyez là, présents aujourd'hui. C'est un peu atypique pour moi de faire ce type de présentation devant un public aussi large, de formation très diverses. Donc je vais essayer d'être le plus didactique possible. N'hésitez pas à m'interrompre si vraiment il y a des choses que vous ne comprenez pas bien. Et puis j'essaierai au mieux de répondre à vos questions. Donc je vais vous parler de procédés et coefficients et puis d'énergie renouvelable et surtout de ce que nous faisons donc à IFP Énergie Nouvelle. Alors avant tout peut-être en quelques mots, je tiens à présenter IFP Énergie Nouvelle qui est peut-être pas très connu du grand public. Donc en fait, c'est aujourd'hui un établissement et plus un institut. Donc c'est un EPIC, en France on appelle ça un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc c'est un acteur public de la recherche et de la formation. Et depuis quelques années maintenant, nous avons, dans ce contexte de mutation énergétique, élargi nos domaines de compétences et élargi nos champs d'action pour aller non plus simplement travailler sur les ressources de type fossile, c'est-à-dire le pétrole, mais aussi travailler dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement et de diversifier l'origine de nos ressources. La particularité de notre établissement, en fait, est d'aller faire du transfert technologique. Donc on travaille aussi bien sur une recherche à caractère très fondamental. Et le but, c'est d'arriver à valoriser cette recherche pour en faire une innovation, c'est-à-dire une mise sur le marché et une industrialisation. Donc on travaille pour ça avec nos partenaires, nos filiales, qui sont des filiales du groupe IFP Énergie Nouvelle, qui s'occupent de faire ce transfert technologique vers l'industrie.
Donc on est à la fois un institut où on fait, enfin un établissement où on fait de la recherche à caractère fondamental, théorique, en relation avec les universités. On a par exemple des thèses, on va le voir, mais aussi on est très proche de l'environnement industriel, et c'est peut-être ce caractère qui est notre ADN, qui est particulier, qui personnellement me motive pour la recherche. Alors juste quelques chiffres pour cibler ce que nous faisons. Donc en fait nous avons 2 établissements. Il y en a un qui se trouve à Rueil-Malmaison, c'est à côté de Paris, et il y en a un autre qui se trouve à Solèze, qui est à côté de Lyon, en fait, qui est juste sur l'autoroute du Sud, après la raffinerie de Faisin de Total. Donc nous avons en fait 1663 exactement salariés. Donc parmi ces salariés, il y a beaucoup de chercheurs, 1132 chercheurs. Et là, je tiens à dire qu'il y a vraiment une pluridisciplinarité des compétences. Plus de 50 métiers sont représentés, puisqu'on va des géologues jusqu'aux motoristes en passant par les chimistes, donc des compétences très diverses. Également, c'est important peut-être pour ceux qui seraient intéressés, on accueille des thésards donc, pour les former. Donc on a en ce moment 107 thésards et puis également des étudiants qui font des stages postdoctoraux, c'est-à-dire après la thèse. Alors on a une politique scientifique aussi de communication par les publications, donc on fait pas mal de publications scientifiques. Et puis également une politique de propriété intellectuelle par le dépôt de brevets. Donc on dépose beaucoup de brevets. Par exemple en 2014 on en a déposé 176 et on a un portefeuille brevet en vigueur qui est important. Notre budget, donc 290 millions d'euros, avec une grosse part du budget qui est vers la recherche et l'industrialisation. Bon, également on a une école, donc on a une mission de formation qui est aussi un vecteur de compétitivité avec une école donc, qui s'appelle IFP School, donc, qui aujourd'hui accueille 600 étudiants qui ont des nationalités vraiment très diverses. Un budget, comme je l'ai dit, qui est aujourd'hui partagé avec 50% du budget qui est consacré donc, aux énergies nouvelles technologies de l'énergie. Et en fait, notre particularité, c'est qu'on a un financement qui est à la moitié apporté par le soutien de l'État et l'autre moitié qui sont des fonds privés. C'est la particularité de notre établissement. Donc voilà pour la présentation rapide d'IFP Énergie Nouvelle. Alors ensuite, là c'est vraiment particulier, c'est ce que je disais, c'est l'ADN de notre établissement, c'est de faire ce transfert de technologie qui n'est pas évident. Donc on passe du laboratoire, donc typiquement moi je suis au laboratoire aujourd'hui. Donc au laboratoire, on travaille avec des équipements de laboratoire pour faire naître la créativité et puis l'invention. Donc on travaille sur par exemple des capacités qui sont en général faibles. Et puis on fait ce transfert donc, du laboratoire vers des unités pilotes avec des capacités beaucoup plus importantes, des pilotes qui peuvent marcher en continu pour aller vers l'étape industrielle. Donc il y a un facteur d'échelle qui est très important et ce passage est fondamental parce que c'est la crédibilité finalement de l'innovation. C'est une étape clé qui est basée sur 3 étapes. Il faut montrer la faisabilité, ensuite la fiabilité, puis l'extrapolabilité qui se fait aussi par des modèles. Donc notre modèle économique est fondé sur la création de valeur et la valorisation industrielle de notre recherche qui peut se faire au travers de différents aspects. Par exemple, on vend des licences de procédés, de logiciels, d'équipements, mais aussi on a des projets collaboratifs. Donc je vais en montrer un certain nombre avec des partenaires qui peuvent être à la fois académiques et à la fois industriels. On va sur des démonstrateurs de façon à pouvoir faire ce transfert technologique. Et puis on accompagne également les PME, les ETI dans les éco-industries, un petit peu d'essaimage. Alors ça c'est notre établissement à Solèze, c'est là où je me trouve aujourd'hui. J'étais en fait basée sur Rueil-Malmaison pendant une vingtaine d'années. Et là depuis 10 ans, donc je suis à Solèze, à côté de Lyon. Donc en fait à Solèze, on est plutôt porté sur le développement industriel et sur justement l'extrapolabilité de ce qu'on fait du laboratoire vers les pilotes. Donc effectivement là on a beaucoup d'unités pilotes, on a 90 unités pilotes, donc des bancs de test, des maquettes, des bancs d'essais moteurs et puis des outils également de modélisation moléculaire. Donc là c'est plus pour faire de la théorie, un supercalculateur. Donc ici c'est l'établissement, donc on a quelques photos de notre établissement, donc c'est par exemple les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons. Voilà, alors ça je repars sur des contextes, j'ai montré ça ce matin mais je pense que c'est peut-être important d'en reparler parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, bon, tout le monde le sait, le monde a changé et l'équation qui se présente aux scientifiques et à nous tous en fait est extrêmement difficile à relever. Pourquoi ? Parce que c'est une évidence peut-être, mais encore faut-il le partager aujourd'hui. Effectivement, tout le monde sait que la population est en forte croissance, il y a plus de 8 milliards d'habitants qui sont prévus en 2030 et pour autant ces personnes ont des besoins croissants également en énergie.
Donc ça c'est une évidence, mais effectivement les estimations tendent à dire que d'ici 2030, il y a 44% de croissance de la demande énergétique mondiale. Donc c'est dur à relever. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut le faire, mais tout ça en protégeant l'environnement, bien sûr, en assurant une sécurité d'approvisionnement énergétique, mais aussi en luttant contre le réchauffement climatique. Donc ça c'est dur, parce qu'on est dans un contexte économique qui est extrêmement concurrentiel, donc il faut également que ce qu'on fasse soit économique, c'est important. Et je pense que là, la recherche et l'innovation sont au cœur des solutions qu'on pourra proposer dans de nombreux domaines. Et j'insiste parce qu'effectivement, il faut des personnels qui soient qualifiés et surtout des compétences qui soient pluridisciplinaires, de façon à mutualiser ces compétences et ces moyens pour arriver à des solutions pour relever ces défis. Donc une équation extrêmement difficile à relever de nos jours, et je vais essayer de montrer quelques pistes qu'on a envisagées pour relever cette équation. Alors ça, ce sont nos axes stratégiques. En fait, ils se déclinent en 5 axes. Donc effectivement, on a un axe qui concerne, donc effectivement c'est moitié-moitié sur les hydrocarbures, donc on est encore à moitié du budget porté sur la valorisation de tout ce qui est hydrocarbures, c'est-à-dire ressources d'origine fossile, et la moitié sur les nouvelles technologies de l'énergie. Donc pour ce qui concerne ce qu'on appelle les hydrocarbures, c'est-à-dire les ressources fossiles, effectivement on a un axe stratégique qui sont les ressources durables, et ici ça consiste à proposer des technologies qui sont bien sûr respectueuses de l'environnement pour repousser les limites actuelles des réserves d'hydrocarbures. Donc ça c'est l'exploration. Ensuite des procédés qui vont être plus éco-efficients, c'est-à-dire d'intensification des procédés avec une efficacité énergétique optimisée. Donc là ça veut dire on va utiliser les ressources fossiles, le pétrole par exemple, le gaz, le charbon, pour faire des carburants et des intermédiaires pour la chimie, mais tout ça en essayant d'avoir un faible impact carbone. Donc ça nécessite de développer des nouvelles technologies également. Ensuite, une production éco-responsable, par exemple produire de l'énergie en réduisant l'impact sur l'environnement, là encore. Des transports innovants, donc là effectivement on travaille à développer des transports économes, donc par exemple l'électrification des véhicules, et puis les énergies renouvelables. Donc là c'est un axe important aujourd'hui qui consiste à utiliser, à diversifier les ressources, à utiliser non plus que les ressources fossiles, mais d'autres ressources énergétiques. Donc en fait, bon, ça c'était juste un chiffre important parce que la France est 4e producteur mondial de biocarburants aujourd'hui. Et personnellement, je travaille plutôt sur 2 axes qui sont les procédés éco-efficients et la diversification des ressources. Alors là c'est très basique aussi, vous me dites c'est juste pour replacer les choses, mais peut-être c'est intéressant de le faire quand même. Alors bien sûr les ressources fossiles, bon c'est bien ce que c'est, mais je replace bien les choses parce que finalement on a tendance à classer ces ressources en disant quelle est la disponibilité, quelles sont les possibilités de stockage et de concentration de ces ressources. Donc tout d'abord quand on parle des ressources fossiles, de quoi parle-t-on ? On parle du gaz naturel, du charbon, du pétrole, qui sont effectivement élaborés durant des centaines de millions d'années avec des réserves abondantes. On a encore beaucoup de réserves qui sont de plus en plus, on trouve des réserves nouvelles avec des gaz non conventionnels par exemple, mais néanmoins elles sont épuisables, ça tout le monde le sait. Et puis surtout elles ne sont pas renouvelables. Donc ça c'est une évidence. Alors l'énergie nucléaire, là c'est une énergie qui provient de l'uranium, qui est épuisable, mais par contre elle n'émet pas de CO2, donc ça c'est aussi une évidence. C'est utilisé beaucoup en France pour produire de l'énergie qui est de l'électricité. Ça offre une certaine indépendance, mais on sait bien qu'il y a des problèmes de sécurité, de stockage des déchets radioactifs. Là aussi c'est une évidence. Alors les énergies renouvelables, il y en a beaucoup de sortes. Donc l'éolien, on travaille dessus, l'hydraulique, le solaire, le géothermique, la biomasse. Bon, c'est inépuisable quelque part. C'est en essor, par contre, il y a quand même un problème d'intermittence de cette énergie, elle n'est pas continue pour certaines, en particulier l'éolien, le solaire, et du coup, il faut arriver à la stocker, et ça, d'un point de vue technologie, c'est pas encore complètement résolu. Bon, après, il y a l'hydrogène et l'électricité qui ne sont pas vraiment des vecteurs d'énergie, puisqu'on les fabrique à partir d'une énergie primaire, l'hydrogène principalement à partir du méthane. Néanmoins, il y a l'hydrogène natif qu'on en entend un peu parler là, en ce moment et on regarde de plus près, c'est pas encore exploité, mais dans le futur ça pourrait l'être et là ça pourrait devenir vraiment très intéressant parce que finalement on peut l'utiliser comme source d'énergie native sans produire du CO2. Alors, juste quelques chiffres encore peut-être pour bien poser les problématiques.
Ça donne la répartition de la consommation mondiale en énergie primaire, donc en fonction du temps. Donc ici, c'est parti de 1970 jusqu'à 2030 avec des estimations ici, et c'est en pourcentage. Donc on voit effectivement des tendances qui sont retranscrites ici. Donc le charbon, effectivement, croissance la plus forte en valeur absolue, mais en pourcentage, il augmente, mais il aura tendance à baisser. Le pétrole, donc sa part diminue. Donc l'estimation, bien que ça reste quand même le principal combustible utilisé dans le mix énergétique, et ça va le rester, mais en proportion il baisse. Le gaz, on voit que ça remonte. Et puis bien sûr le renouvelable qui part de très peu, mais qui est en forte croissance ici, en tous les cas avec les taux de croissance qui sont les plus forts. Là aussi, encore quelques chiffres. Si on fait un focus sur le pétrole par secteur, ce qu'on peut retenir effectivement, c'est que le pétrole sert majoritairement pour les transports, la mobilité. Alors pas que le transport terrestre, il y a le transport maritime, le transport aérien, et que finalement le transport et la pétrochimie vont assurer la croissance de la demande en pétrole. Donc ici par exemple, on a la croissance de la demande en pétrole pour tout ce qui est transport. Donc on voit que ça représente une part qui est plus de la moitié. Ça fait environ 58% de la demande globale en pétrole. Et par contre, le pétrole est utilisé à 97% pour la mobilité. Et puis la pétrochimie, en fait, qui est beaucoup plus faible au niveau de sa demande globale en pétrole, qui représente environ de 13 à 16% sur l'évolution pour la pétrochimie. Donc c'est vraiment les transports qui vont consommer le plus de pétrole, et c'est le cas aujourd'hui. Alors là aussi, c'est vraiment très basique, mais peut-être comme les horizons sont très différents, ça mérite de le redécrire. C'est le schéma de la raffinerie du pétrole, effectivement, avec du pétrole qui ne fait rien. Par contre, il faut le raffiner, donc c'est un schéma très, très générique d'une raffinerie qui est une grosse chaudière quelque part, et qui va servir finalement à mettre à disposition du consommateur des produits raffinés de qualité. Donc en fait, on craque le pétrole de façon thermique, on le distille, on le fractionne, tout ça dans des règles de respect de l'environnement, autant que faire se peut, et puis avec des quantités qui sont celles normalement demandées par le marché. Alors, ces étapes, finalement, sont diverses dans la raffinerie. La première, c'est effectivement une fractionnation, enfin, une distillation qui permet de séparer donc, des hydrocarbures en fonction de leur point d'ébullition qui sont légers. Alors, on appelle ça, c'est les essences qu'on va utiliser pour les voitures. Et puis le naphtha, qui est aussi une source pour aller dans le vapocraqueur, qui est le craquage à la vapeur, qui va servir à la pétrochimie. Donc ici, à partir du naphtha, on va faire tout ce qui est, par exemple, le plastique, qui est un gros consommateur de la pétrochimie. Et puis plus on alourdit, donc effectivement ici on a les coupes qu'on va utiliser pour les avions, donc c'est le kérosène, et puis le diesel, donc pour les utilisations du transport, qui peuvent être les camions ou les voitures. Et en fait, plus on va lourd, on va vers le fuel et des huiles de base, et puis ici par exemple le bitume, quand on est sur des fractions très lourdes. Alors le but du raffinage, c'est justement d'améliorer cette qualité, donc de transformer les lourds en légers. Ensuite, de réaliser des procédés de traitement. Donc on a des procédés d'hydrotraitement qui permettent de mettre les produits aux spécifications, en particulier sur le soufre, pour tout ce qui est carburant et les fuels de soute. Et puis également de répartir bien, de préparer les mélanges finaux pour leur utilisation. Donc des procédés qui sont tirés aussi par les spécifications et les réglementations sur les qualités produits, donc le raffinage encore de l'avenir. Alors ça c'est une image que j'aime bien montrer, je l'ai montrée ce matin, qui est très caractéristique. En fait, c'est une famille américaine qui a sorti tout ce qui était d'origine pétrole, c'est-à-dire qui était utilisé, qui était à partir de pétrole, dans sa maison, qu'ils l'ont mis dans son jardin. Donc on voit effectivement, c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, au niveau de la pétrochimie, en fait, au niveau des intermédiaires chimiques, eh bien, le pétrole est quand même très utilisé, hein, et là on a tous les types de polymères, en gros, de matériaux qui utilisent du pétrole. Alors, je peux en citer quelques-uns vraiment que tout le monde connaît. Il y a le PVC, il y a tout ce qui est polyéthylène, polypropylène, il y a tout ce qui est polystyrène qu'on connaît bien, donc ça va servir bien sûr les emballages, tout ce qui est polyisobutène qui est plutôt sur le caoutchouc utile, tout ce qui est polyamide, qui va servir pour les emballages bouteilles par exemple, pour les fibres, le nylon, tout ce qui est acrylate, et tout ça c'est fait à partir de ressources fossiles et de pétrole, même si ça représente que 13% de la consommation. Donc effectivement ça montre que dans notre vie de tous les jours, je pense qu'on ne pourra pas se passer du pétrole. L'idée par contre c'est d'essayer de substituer une partie du pétrole par autre chose, mais pas la totalité, je pense que ça sera irréaliste. Donc j'en viens à ma compétence de base, on a parlé beaucoup de catalyse.
Et peut-être on peut qualifier un peu plus ce que c'est que la catalyse réellement. Donc toutes ces transformations, qu'elles soient dans le domaine du raffinage, où on fait des opérations de craquage, de reconversion, de retraitement, en fait utilisent des catalyseurs, et toutes les transformations en pétrochimie pour faire ces intermédiaires utilisent également des catalyseurs. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 80% des produits manufacturés alors de notre vie quotidienne ont subi l'étape de catalyse, et le but c'est d'utiliser de la catalyse. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, la catalyse, on va le voir, elle permet vraiment d'aller vers les principes qu'on appelle de la chimie verte, parce qu'elle va permettre de faire des réactions de façon plus accessible d'un point de vue énergétique. Donc juste un point sur le marché des catalyseurs, c'est un marché en soi, en fait. Donc les catalyseurs sont utilisés dans le domaine de l'environnement, du raffinage, de la pétrochimie, des polymères, de la chimie fine. C'est 25 milliards d'euros avec une croissance de 4%. Donc c'est un marché où d'ailleurs il y a beaucoup de concurrents. Donc c'est un marché très compétitif et c'est une industrie en soi. Donc il y a des industriels qui préparent des catalyseurs, qui s'occupent de les recycler également, ce qui est aussi très important aujourd'hui, et de retraiter ces catalyseurs. Donc la catalyse c'est quoi? Très basique également. En fait, quand on fait une réaction chimique, on part de réactifs, par exemple X plus Y, et puis on veut faire de façon préférée un produit. Pour faire cette réaction, il y a besoin d'une certaine énergie, donc ce qui s'appelle l'énergie d'activation. Donc si on n'a pas de catalyseur, pour faire cette réaction, il faut par exemple ce niveau énergétique. Quand on utilise un catalyseur, ça permet de baisser cette énergie d'activation, et donc ça permet de demander moins d'énergie pour la faire, donc ça permet de rendre le procédé moins énergivore, donc ça va dans le sens de ce qu'on appelle la chimie verte. Également, ça permet d'accélérer la réaction. Mais il y a un aspect aussi de la catalyse qui est très important et qu'on utilise particulièrement, c'est que de plus en plus, pour des raisons d'économie d'atomes, on veut aller de façon sélective vers un seul produit. Et on veut éviter d'avoir tous les sous-produits qui sont difficiles à valoriser, qu'il faut séparer du produit principal, donc qui nécessitent des opérations de séparation qui sont elles-mêmes coûteuses et énergivores. Donc le but du catalyseur, c'est aussi d'arriver à orienter la réaction de façon à ce qu'on aille vers le produit désiré. Alors comment, là il y a résumé les impacts de la catalyse sur la transformation, plus rapide, des transformations qui peuvent être inédites, une économie d'atomes, ça permet de valoriser aussi des ressources qui sont non carbonées, non fossiles, moins d'énergie, puis éventuellement moins de déchets, puisqu'on a moins de coproduits à valoriser. Donc comment on fait cette catalyse? En fait, on a trois gros types de catalyseurs qui sont utilisés. La catalyse hétérogène, ce sont des solides. Donc ça, c'est beaucoup utilisé dans le domaine du raffinage, qui sont des réactions qui sont endothermiques, donc qui sont à très haute température. On connaît bien l'utilisation des catalyseurs pour les pots catalytiques pour les voitures, mais il y a aussi tous les procédés du raffinage et de la chimie qui utilisent une catalyse qui est hétérogène, donc un solide qui est mis en œuvre souvent de différentes façons. Il y a des catalyseurs qui sont solubles, donc c'est ce qu'on appelle catalyse homogène. Le catalyseur homogène, il peut avoir différentes formes, mais en tous les cas, par définition, il se trouve dans une phase liquide. Il est surtout utilisé pour la pétrochimie, la chimie fine, les transformations biologiques, quand on veut avoir vraiment une spécificité dans la réaction. En général, il travaille à des plus basses températures parce que tout simplement, il est beaucoup moins stable thermiquement que le catalyseur hétérogène. Alors, par exemple, là, c'est un catalyseur qu'on a beaucoup utilisé et qui a été développé industriellement. Donc là, on voit ce que c'est. Ça peut être par exemple un complexe qu'on dit organométallique. Pourquoi? Parce qu'il y a un métal ici. Ici, il y a une molécule qu'on appelle le ligand qui permet de complexer le métal et d'orienter sa sélectivité justement vers les produits qu'on désire. Et puis ici, il y a d'autres ligands dans sa sphère de coordination. C'est justement l'adaptation de cette structure du catalyseur vers sa réactivité qu'on va travailler beaucoup pour arriver à avoir des systèmes beaucoup plus performants. Et puis bien sûr, il y a ce que j'appelle catalyseur homogène aussi, il y a tout ce qui est transformation biologique. C'est pas ma spécialité, mais de plus en plus, on va vers de l'utilisation de ces deux types de catalyse. Donc par exemple, les catalyseurs, je vais montrer un exemple enzymatique que vous connaissez aussi sans doute, qui sont utilisés dans des conditions complètement différentes des catalyseurs chimiques. Ils sont par contre très sélectifs, plutôt utilisés dans l'eau, dans des conditions de pH et de température très douces. Donc c'est des conditions sobres qui permettent d'avoir aussi des conditions qui sont plus, qui vont plus dans le sens de l'économie énergétique. Mais par contre, on ne peut pas les utiliser pour toutes les transformations qui sont citées ici. Mais de plus en plus,
l'intérêt aujourd'hui de la science est de pouvoir coupler ces différents types de catalyse. Donc, par exemple, enzymatique et chimique, de façon à pouvoir orienter les réactions. Donc le premier exemple, là je rentre un peu de plus en plus peut-être dans le domaine, vous m'arrêtez si vraiment c'est trop complexe. Le premier exemple dont je vais parler, c'est une réaction qu'on a beaucoup développée, qui s'appelle l'oligomérisation des oléfines légères, qui permet de rentrer dans l'axe stratégique procédé et coefficient, donc d'améliorer ce type de procédé. Alors c'est quoi l'oligomérisation? C'est un terme un petit peu barbare. En fait, c'est une polymérisation, vous connaissez les polymères comme le polyéthylène, dégénérée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller sur le polymère, mais à partir d'oléfines. Donc les oléfines, c'est ce qu'on trouve à l'issue d'un vapocraqueur, par exemple de l'éthylène, ou du butène, ou du propylène. Donc ici, vous avez la molécule d'éthylène. Et bien, on va coupler ces oléfines pour faire des oléfines un peu plus longues, qui vont être utilisées pour deux applications. Donc, il y a une application qui est vers les carburants. Donc typiquement, on utilise ces oléfines pour faire des essences, donc pour augmenter les indices moteurs des carburants, aussi pour faire du diesel. Donc là, c'est une application qui est très utilisée pour les carburants, mais aussi pour la chimie. Et c'est là que la catalyse homogène va intervenir. En particulier, avec ces oléfines, on peut faire ce qu'on appelle des oléfines linéaires alpha, qui sont utilisées pour faire des polymères ou des plastifiants. Donc là, on rentre dans le domaine plus des matériaux. Donc c'est des comonomères, en fait, c'est des additifs dans les polymères qui vont permettre d'orienter la qualité du polymère. Alors c'est une industrie qui est quand même importante, qui n'est pas aussi importante par exemple que le polyéthylène, mais là il y a quelques chiffres. Et on a développé des procédés qui aujourd'hui sont au stade industriel utilisant ces technologies. Donc par exemple, à partir d'éthylène, qui est un produit majoritaire du craquage à la vapeur, on peut faire du butanin, c'est-à-dire c'est un dimère, là il y a 4 carbones à partir de 2 carbones, et ce butanin, en fait, on ne le sait peut-être pas, mais il est utilisé comme comonomère pour faire des polyéthylènes, qu'on voit ici, qui sont ramifiés quelque part, et qui donc ont des propriétés différentes du polymère, par exemple, qui est de très haute masse et de très haute densité. Et c'est ça qui permet de faire des canalisations, par exemple, d'eau chaude, des emballages ou des plastiques fins qu'on peut étirer, qui sont plus transparents, parce qu'on incorpore environ de 5 à 8%, bon effectivement là il y a des chiffres, de ces comonomères dans le polyéthylène. Donc quand on dit polyéthylène, il n'y a pas que de l'éthylène dedans, il y a aussi ces additifs. Donc c'est très important au niveau des marchés, même si c'est des petits marchés par rapport au polyéthylène, ça représente pour toutes ces alpha-oléfines 3,5 millions de tonnes par an, donc c'est quand même des capacités importantes avec des taux de croissance qui sont significatifs, supérieurs à 3%. Donc ça, c'est des réactions qui sont aujourd'hui industrielles, sur ce tonnage-là, et qui utilisent des catalyseurs homogènes. Alors, il y a une autre application dont je vais parler, c'est la transformation, pour le coup, là, de molécules avec 4 carbones. Donc ici, ce sont des butènes qui sont utilisés pour faire des dimères. Donc là, on monte à 8 carbones, et ces intermédiaires sont utilisés ici pour faire des plastifiants du PVC. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de ces molécules parce qu'elles ont été mises dans le collimateur de Rich parce qu'elles sont toxiques. Donc c'est des phtalates, c'est des esters. En général, la chaîne R a une influence sur la toxicité de la molécule, mais elles sont utilisées par exemple dans les jouets pour enfants. Effectivement, c'est des molécules qui sont toxiques et qui ont été, en tous les cas en Europe, bannies par la réglementation Rich. Donc l'idée là, c'est d'arriver à faire, donc c'est des phtalates, mais la longueur de la chaîne R modifie la toxicité de ces molécules-là. Donc là, on utilise des chaînes R qui ont 9 carbones plutôt d'avoir en fait 8 carbones. Donc ici, sur ces applications, il y a plus de 100 références industrielles. Donc comme je disais, la commercialisation, ce n'est pas IFP Énergie Nouvelle qui l'a fait, mais c'est une filiale du groupe, 100% IFP, donc qui est l'entreprise Axens. Alors, l'équation aussi qui nous est demandée en tant que chimiste, c'est d'arriver à faire ces réactions en faisant, comme on disait, une économie d'atomes, c'est-à-dire en allant vers un rendement maximum, en utilisant le mieux la ressource possible. Il faut limiter les rejets et puis être économique. Ça reste très important, donc c'est ce qu'on appelle le CAPEX et l'OPEX, c'est tout ce qui est capital expenditure et puis tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est coût en opération. Et ça, en fait, on le fait par la conception du catalyseur et également par la technologie.
Alors, le défi numéro 1, je rentre encore plus dans la technique et vous m'arrêtez si vraiment ça devient trop pointu, c'est la sélectivité du catalyseur. Comment on va faire pour qu'un catalyseur moléculaire soit plus sélectif? Plus sélectif, ça veut dire qu'il va vers le produit désiré avec un très fort rendement. Alors, là, j'ai remis ce que c'était qu'un catalyseur homogène. Ici, j'en avais montré un. En fait, c'est une molécule chimique qui comporte un métal, souvent avec un environnement qui est la sphère de coordination. Et c'est en travaillant sur la nature de ces ligands-là, qui sont autour du métal, qu'on va pouvoir orienter le complexe, le catalyseur, vers la sélectivité, parce qu'il va y avoir une compétition finalement de réactivité du substrat en fonction de cet environnement dans cette sphère de coordination. Et c'est ce qu'on a fait, donc je vais directement au résultat. Donc là, c'est un procédé qui a été développé en collaboration avec Yves Chauvin. Donc c'était un procédé qui permet à partir d'éthylène de faire du butanin. Donc ici, c'est très simple, c'est la réaction, sauf que cette réaction, elle ne fait pas que le produit désiré, qui est le butanin qui est incorporé dans le polyéthylène, mais elle fait aussi des composés qui sont à plus forte teneur en carbone, par exemple avec 6 carbones, qui sont des produits non désirés qui viennent de la coréactivité du butanin avec l'éthylène. Donc comment on fait pour arriver à optimiser cette sélectivité vers le butanin? Eh bien là, on y arrive, donc on va à 93%, ce qui est très fort. En butanin, tout simplement en utilisant, comme je disais, un ligand qui est un ligand de type éther. Et ça, c'est le système catalytique, donc c'est un sel de titane avec un alkylaluminium. Là, on peut voir que les conditions de réaction sont douces, donc c'est pas très énergivore au niveau conditions opératoires. Et surtout, ce qu'on veut, c'est limiter les produits secondaires. Donc on fait un petit peu de polymère qui peut perturber l'opération du procédé. Donc on y arrive en utilisant ce ligand. Et ce que je veux montrer là, c'est que c'est assez complexe, mais on ne peut pas avoir qu'une approche catalyse. Il faut aussi avoir une approche procédé. Et c'est là que le mélange des compétences intervient. Et donc, pour améliorer encore plus la performance, on va regarder comment on peut, de façon optimale, mettre en œuvre ce type de catalyseur. Et là, vous avez le schéma, finalement, du procédé industriel. Je ne vais peut-être pas détailler, mais simplement, c'est assez simple. C'est ce qu'on retrouve au laboratoire. Donc, c'est des réacteurs parfaitement agités, dans lequel le catalyseur arrive en continu, ici, avec le substrat qui est l'éthylène. Donc ça rentre dans ce réacteur qui est opéré en phase liquide-gaz. Et ensuite, à l'issue du réacteur, on fait une distillation et on sépare les produits qu'on va recycler. Donc c'est quand même à la fois simple et à la fois complexe, parce que c'est un procédé qui est opéré complètement en continu, pour lequel on peut contrôler finalement la conversion du réactif par la pression et la température. Donc c'est du génie des procédés. Et puis on a très peu de catalyseurs qui est utilisé, on a moins de 100 parties par million qui est utilisé par rapport à l'éthylène, ce qui fait qu'il y a très peu de rejet de catalyseurs, même s'il reste avec le produit. Donc là, c'est juste pour dire que pour arriver à la performance, il faut à la fois mélanger la technologie, la mise en œuvre du catalyseur, et puis la science sur le catalyseur lui-même, c'est-à-dire la sphère de coordination du métal. Alors là, je ne vais pas expliquer ça, mais c'est juste pour vous montrer que pour arriver à faire ça, il faut comprendre les mécanismes. Donc même si on fait une recherche à caractère extrêmement appliqué, avec un objectif de performance, il faut aller dans le détail de la compréhension du mécanisme de ce catalyseur. Alors là, c'est comment il marche. Et en fait, on a des mécanismes qui sont étudiés par des caractérisations qu'on peut faire in situ. Effectivement, on part d'un sel métallique, il est réduit. On va à un sel qui est réduit, par exemple, là c'est un titane qui est au degré d'oxydation 2. On a un couplage oxydant qui va faire ce type de molécule qui est un métal à cycle, et qui va former, en présence d'éthylène, le butanin. Donc on voit que c'est très sélectif par la formation de façon très sélective de cette espèce. Et donc on va régénérer le catalyseur qui, par définition, en fait, tourne dans un cycle catalytique, donc il intervient dans la réaction, mais il est toujours récupéré en fin de réaction. Donc c'est par la compréhension de ces mécanismes, donc par une recherche à la fois fondamentale, qu'on arrive à résoudre des problèmes très appliqués. Là, c'est pour aller vers l'industriel. Donc, ce procédé, on l'a travaillé au laboratoire, sur le mécanisme, sur la mise en œuvre, sur le catalyseur. Aujourd'hui, il y a 31 unités industrielles qui sont en opération. Donc, la capacité cumulée est de presque 350 kilotonnes par an. Donc, c'est important, même si pour le raffinage, c'est petit. Et puis, le butanin reste un comonomère qui est le plus utilisé, en particulier dans le LLDPE, qui est un polymère, un polyéthylène. Donc aujourd'hui, d'un point de vue économique, c'est un succès commercial. Effectivement, ça ne tient que parce que le prix en fait, du butanin est dominé par celui de l'éthylène qui est le réactif. Et c'est là aussi que l'économie et la conjoncture vont intervenir dans le succès commercial. Pourquoi? C'est juste que je vais expliquer un petit peu d'un point de vue économique ce qui s'est passé.
c'est que depuis quelques années, vous en avez sans doute entendu parler, aux États-Unis, il y a une exploration qui se fait sur des gaz de schiste. En fait, ces gaz de schiste sont utilisés, donc c'est des ressources qui sont très abondantes en éthane, et l'éthane, c'est une matière première qu'on peut utiliser dans le vapocraqueur. Aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, ils utilisaient surtout du naphtha, qui sont des coupes plus lourdes. Ici, vous avez une représentation de ce qui sort du vapocraqueur. Quand on a une ressource naphtha, eh bien, on fait de l'éthylène, qui est le but du vapocraqueur, mais on fait aussi du propylène et du butène et des produits un petit peu plus lourds. Si on utilise de l'éthane, donc qui est aujourd'hui aux États-Unis très peu cher, eh bien, dans ces cas-là, on voit qu'on fait 90% d'éthylène, mais on n'a plus de butène. Donc c'est assez surprenant, mais le butène, qui était moins cher que l'éthylène il y a quelques années, devient une ressource dont on a besoin pour la pétrochimie, et il devient économique de le faire à partir de l'éthylène. Ce que je veux dire, c'est que finalement, des fois, la recherche doit s'adapter au contexte économique. Il y a quelques temps, on aurait fait du butène à partir d'éthylène, effectivement, c'était aberrant, ou c'était lié à certaines situations géographiques, où ils n'avaient que du gaz, par exemple, comme en Arabie Saoudite, où ils voulaient une autonomie sur le butène à partir d'éthylène, mais c'était très local. On n'avait pas de procédé alpha-butol aux États-Unis, aujourd'hui c'est le cas. Donc on s'aperçoit que finalement la recherche doit s'adapter à cette conjoncture économique qu'on doit connaître, et qui fait que l'innovation peut arriver à ses fins sur des choses qui n'étaient peut-être pas au départ si triviales que ça. Donc aujourd'hui, on cherche à faire du butène et du propylène à partir d'éthylène. Voilà, c'est un exemple qui montre comment ça peut se passer. Alors je reviens toujours à mon petit schéma, parce que concevoir des catalyseurs et des technologies, c'est aussi pour limiter la production de déchets. Et là, c'est le deuxième exemple dont je veux parler. Bon, c'est un exemple qui aujourd'hui est également industriel et sur lequel on a commencé au laboratoire. Donc on part de coupe C4, donc ici vous avez les butènes, donc c'est également une coupe qui sort du vapocraqueur. Et puis à partir de cette coupe C4, on fait des octènes, on multiplie par 2 le nombre de carbone, c'est une dimérisation, qui sont utilisés pour faire ces fameux phtalates, qui sont utilisés pour faire des plastifiants pour PVC, par exemple dans les jouets pour enfants. Alors là pareil, on utilise une catalyse homogène, donc là le concept de la catalyse homogène dont je vous ai parlé, le catalyseur il rentre en continu dans ces procédés dans le réacteur qui est parfaitement agité, également le substrat qui est l'éthylène, et puis le produit et le catalyseur en sortent dans la phase liquide, parce que tout est en phase liquide dans le réacteur. Et ici vous avez une image de ce que c'est que le nickel qu'on utilise. Donc ça c'est le catalyseur homogène qu'on utilise. Donc c'est un sel de nickel liquide. Bon, là c'est juste pour expliquer ce qu'est le catalyseur, effectivement. C'est un peu plus complexe, c'est ce qu'il y a dans la bouteille, mais il faut l'activer. Donc c'est un complexe qui est de nature complètement ionique. Donc c'est un hydrure de nickel cationique associé à un anion qui est formé par l'interaction avec l'alkyle aluminium. Donc tout ça c'est soluble dans le milieu et il n'y a pas de recyclage du catalyseur, ce qui veut dire que le nickel il se retrouve dans les produits. Or le nickel c'est plus toxique que le titane, donc les industriels nous ont demandé comment on pouvait diminuer ces rejets de nickel et en particulier pas complètement les éliminer parce que c'est pas possible, mais les réduire au possible. Donc il fallait imaginer une technologie qui nous permette de le faire. Donc ça c'est le procédé industriel. Bon, juste pour montrer les capacités, par exemple, bon, là ça rentre et ça sort en continu dans ce système industriel. Donc des capacités de 20 tonnes par heure de substrat. Il faut 4 réacteurs de 120 mètres cubes. Donc c'est énorme au niveau des capacités de réacteurs. Tout ça parce que c'est complètement homogène et que le système opère dans des réacteurs qui sont utilisés en série pour augmenter la conversion finale. Bon, là vous avez une photo d'un procédé industriel qui aujourd'hui est en opération, là c'est au Japon. Alors, la technologie qui a été mise en œuvre pour essayer de limiter les rejets de catalyseurs a été la suivante. C'est un concept qui était déjà décrit dans la littérature et même industrialisé, qui consistait à utiliser un catalyseur qui soit toujours de nature organométallique, homogène, parce qu'il a des spécificités sur la sélectivité des réactions, mais de l'immobiliser dans une phase liquide qui, elle, soit peu miscible avec les produits de la réaction. Donc en fait, c'est une sorte de catalyse homogène, mais hétérogénéisée en milieu liquide, donc le catalyseur est immobilisé, et donc dans le réacteur, on a 2 phases. Donc on agite beaucoup parce que la réaction se fait souvent à l'interface, mais le catalyseur opère dans cette phase solvant, et à l'issue du réacteur, donc ça rentre en continu, le catalyseur il reste dans cette phase, et à l'issue du réacteur, eh bien, on a une phase de décantation tout simplement, où on sépare le catalyseur qui se trouve dans le solvant, qu'on peut recycler au réacteur des produits. Donc ça permet de séparer le catalyseur dans la phase réactionnelle. Donc c'était un concept très intéressant parce qu'il permettait de recycler un catalyseur en phase liquide, sauf qu'il fallait trouver le solvant. Et c'est là qu'est intervenu, alors Yves Chauvin était à l'époque à l'IFP, donc l'idée a consisté
à utiliser des milieux, et c'est là que le transfert aussi de compétences est intéressant, parce qu'on était en relation avec les personnes qui travaillaient sur les batteries à l'époque, et qui cherchaient des électrolytes pour faire des batteries qui avaient des fenêtres électrochimiques beaucoup plus larges. Et donc ces gens-là utilisaient ce qu'ils appelaient les liquides ioniques, qui étaient des milieux constitués complètement d'ions. Donc par exemple, là on a des liquides ioniques qui sont de nature chloroaluminate. Alors c'est quoi? On va rentrer un peu dans la chimie. Effectivement, c'est le mélange de deux solides, donc de l'AlCl3, et ici un ammonium, enfin c'est un imidazolium chlorure. Et quand on mélange ces deux solides, eh bien on obtient un liquide qui est relativement peu visqueux à des températures qui sont très basses. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on regarde le diagramme de phase de ce mélange, ici par exemple, la fraction molaire en AlCl3 en fonction de la température, eh bien on observe que par exemple à une température ambiante, le mélange est liquide sur une très large gamme de compositions en AlCl3 de par ce diagramme de phase. Donc en fait, on peut se balader sur des compositions assez larges d'AlCl3 par rapport à l'imidazolium, et on reste liquide à très basse température, voire même avec 2 points eutectiques qui sont en dessous de moins 50 degrés. C'était très intéressant parce qu'on avait un milieu complètement ionique, donc pas d'eau, et qui était liquide à des températures qui étaient celles du procédé qu'on utilisait industriel. Alors comme je l'avais montré, le nickel il était ionique, donc on s'est dit, qui se ressemble s'assemble, effectivement, c'était assez expérimental. Donc on a mis ce nickel qu'on utilisait en version homogène dans ce milieu, et ça a marché assez rapidement. En fait, le nickel, il a eu la bonne envie de se mettre dans ce milieu ionique, d'y rester, de s'immobiliser parce qu'il était ionique par son caractère actif. Et ce milieu ionique était très peu miscible avec les hydrocarbures qui étaient les produits qu'on faisait dans la réaction. Donc en fait, cette réaction, elle s'est faite en milieu biphasique. Donc là, ici, on agite bien sûr très fort dans le réacteur. On a des gouttelettes de liquide ionique dans une phase hydrocarbonée. Et à l'issue du réacteur, il y a une décantation qui permet de recycler le catalyseur et de séparer les produits. Donc ça a été utilisé. Alors aussi, la bonne surprise, c'est que, comme je l'avais dit, on part de butène, on fait des octènes, et on veut majoritairement faire ces octènes. On veut éviter les co-réactions de l'octène avec le C4 pour faire des produits plus lourds, ce qui se passe dans le milieu homogène. En fait, la bonne surprise, c'est que cette technologie biphasique permet également de séparer dans la phase réactionnelle les produits primaires de la réaction et d'éviter qu'ils co-réagissent avec le substrat pour faire d'autres produits. Donc en fait, on avait une sorte de catalyse séparative et on couplait la séparation avec l'opération de catalyse qui augmentait le rendement. Et ça, c'était pas forcément attendu au départ, et c'était dû au fait que finalement, il y avait une grosse différence de solubilité dans le liquide ionique de l'octène par rapport aux produits plus lourds. Donc ça a été appliqué, ensuite extrapolé au niveau industriel. Donc là, vous avez l'opération en phase homogène, donc c'est le procédé d'Imersol dont on a parlé. Donc 4 réacteurs de 120 mètres cubes. Et puis quand on le fait dans ce milieu biphasique, qu'on a appelé ici le procédé bifasol, eh bien, on réduit la taille du réacteur à 50 mètres cubes, puisqu'en fait le catalyseur il est très concentré dans cette phase, et en plus on peut le recycler. Donc on a divisé la consommation du catalyseur par 10, ça allait bien dans l'optique d'une réduction des rejets, et puis on a augmenté en plus le rendement en dimère, donc effectivement ça allait aussi vers une économie d'atomes, puisqu'on utilisait beaucoup mieux la ressource carbonée. Voilà, donc ça c'est aussi un procédé qui est commercialisé aujourd'hui par notre filiale Axens. Alors, je vais rentrer dans la dernière étape de la présentation, qui est les énergies renouvelables. Effectivement, on a des réglementations aujourd'hui qui, pour les carburants, nous imposent d'avoir une incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. Alors, ce chiffre est peut-être évolutif à l'horizon 2020, mais en tous les cas, il y a une réglementation. Aujourd'hui, juste pour rappeler, les transports sont dépendants du pétrole à 95%. Et puis, forcément, il y a une émission de CO2 qui est liée à cette utilisation. Et puis, on a aussi pour vocation d'utiliser ces énergies renouvelables pour faire des bioproduits. Donc là, c'est pour faire de la chimie. Donc là, j'ai mis l'exemple aujourd'hui qui existe sur le marché, qui est la plant bottle que vous trouvez chez Coca-Cola ou chez Volvic. Donc on va voir exactement ce qu'ils utilisent. Bon, ça, c'est ce qu'on fait dans la diversification des ressources. Alors, juste pour préciser ce que c'est que cette biomasse qu'on utilise, donc effectivement, il y a différentes générations de biomasse. Et on a travaillé pendant très longtemps, c'était bien avant les années 2000, sur tout ce qui était biomasse qu'on appelle toujours de première génération, d'ailleurs ça marche toujours. En particulier, pour nous, c'était les huiles végétales, donc c'est par exemple le colza et le tournesol, qui sont productives en graines oléagineuses, donc par exemple on va utiliser les triglycérides. Bon, il y a tout ce qui est aussi production de graines amylacées,
et puis tout ce qui est production de saccharose, donc par exemple la canne à sucre et la betterave. Mais nous, on était plus focalisés sur tout ce qui était en tous les cas en France, colza et tournesol, pour arriver à faire des carburants au départ sur cette première génération. Donc deux exemples en fait qui ont été industrialisés et qui sont utilisés aujourd'hui. Donc c'est les carburants de première génération. Donc là vous avez l'exemple de ce qu'on trouve dans les oléagineux, donc c'est les triglycérides, qui par transestérification, en fait réaction avec le méthanol, vont conduire à ce qu'on appelle le bioester, enfin le biodiesel quelque part. Donc là c'est un ester, et puis le coproduit c'est de la glycérine. Donc c'est des procédés qui ont été développés et qui sont catalytiques. Donc il y a un catalyseur qui est utilisé homogène et hétérogène. Bon, à l'IFP, Énergie Nouvelle, nous avons 14 références industrielles. En France aujourd'hui, je ne sais pas exactement la capacité, mais c'était autour de 2 millions de tonnes. Il y a peut-être des cas qui ne tournent plus, mais c'est quand même assez important. Donc on a un site en particulier à Sète qui utilise un procédé qui est catalysé par un catalyseur solide hétérogène. La deuxième application, qui aujourd'hui est une première, parce que celle-là, elle vient juste d'être industrialisée, c'est ce qu'on appelle le procédé vegan. En fait, c'est quoi ce procédé? C'est un hydrotraitement qui est suivi d'une hydroisomérisation de ces triglycérides. Donc là, par contre, on va couper la molécule et on va faire du CO2, du CO et puis de l'eau. Et on va former des isoparaffines, mais qui sont biosourcées. Donc là, on retombe sur des hydrocarbures qu'on connaît très bien, et qui sont aujourd'hui utilisés dans tout ce qui est diesel et kérosène. Donc on ne fait pas des molécules nouvelles, là c'est des molécules qui sont oxygénées, là c'est des molécules qui sont hydrocarbonées, ce sont les mêmes que celles qu'on utilise en partant de ressources fossiles. Donc c'est effectivement ici, on peut les utiliser directement en substitution, en mélange avec ce qui existe aujourd'hui. Donc là il y a une première industrielle, puisque effectivement on a travaillé avec la société Total, et puis cette technologie a été choisie par la raffinerie de la Lède, qui est dans le sud de la France et qui a converti sa raffinerie vers une bioraffinerie qui va utiliser ce type de procédé. Donc c'est un exemple de transformation de ressources végétales en hydrocarbures pour les transports. Alors bien sûr, ces ressources de première génération, il y a un problème, c'est qu'elles sont utilisées pour l'alimentaire et ça a été très controversé, d'autant plus que les limites de ces ressources existent, et là aujourd'hui on les utilise quand même beaucoup. Donc on a atteint pratiquement la limite de leur utilisation pour des usages qui ne sont pas alimentaires, et donc ça freine beaucoup. Et on va utiliser aujourd'hui des ressources qui ne sont plus en compétition d'usage avec l'alimentaire, qu'on appelle tout ce qui est deuxième génération. Donc ce sont tout ce qui concerne la lignocellulose. Donc la lignocellulose, en fait, c'est le bois, c'est la paille, c'est des résidus agricoles ou forestiers, de préférence, ou des cultures qui sont dédiées à très courte rotation. Donc là, je vais montrer des exemples. Il y a un troisième exemple de ressources, je ne sais pas si j'en parle. Bon, celui-là, il est encore à caractère fondamental parce qu'il est beaucoup plus long terme, c'est l'utilisation des microalgues. Mais n'empêche que ça fait partie de la troisième génération qui aujourd'hui est regardée et sur lequel il y a peut-être plus de problèmes, plus de questions, disons, sur l'économie d'utilisation de cette ressource. Donc je vais focaliser plus sur la ressource de deuxième génération qui aujourd'hui est arrivée à un stade vraiment pré-industriel. Alors juste pour parler de ce que c'est d'un point de vue plus, pas chimie, mais moléculaire, on va dire, le bois c'est quoi? En fait, c'est composé de cellulose, d'hémicellulose et puis de lignine. Donc c'est une structure qui pour nous est vraiment très très différente des hydrocarbures, qui sont liquides, qui sont très riches en carbone et en hydrogène. Là on se trouve devant un problème pour nous chimistes, en tous les cas des hydrocarbures, puisqu'on a une structure qui est extrêmement robuste, c'est des polymères qui est organisé, qui est très fortement fonctionnalisé, donc très difficile à convertir. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on a? La cellulose, ici vous avez le dessin de la cellulose, donc c'est un polymère du cellobiose, donc, qui est une structure cristalline supramoléculaire avec des liaisons hydrogènes. L'hémicellulose, donc qui comporte des sucres C6, C5, donc de type arabinose, xylose, etc. Et la lignine, en fait, qui est la structure, le ciment de cette matière, qui est un polymère phénolique. Donc on voit, tout ça est enchevêtré, donc on voit effectivement la diversité des fonctions qui se trouvent dans la lignocellulose et donc la difficulté qu'on va rencontrer pour la transformer. Donc pour nous, c'était vraiment, au départ, quelque chose de très dur à appréhender, même si la chimie de ces matériaux était connue. Comment, en fait, on s'y est pris deux gros types de procédés, donc ils vont vers des procédés industriels aujourd'hui, et là je les ai classés en fonction de la température à laquelle on va les utiliser. Donc tout d'abord, il y a tous les procédés qu'on va appeler thermochimiques.
Alors ces procédés, c'est quoi? C'est qu'on casse complètement cette molécule. Par exemple, on va la pré-traiter d'abord, et ensuite il y a une gazéification. Donc on va faire du gaz de synthèse qu'on va devoir purifier. Ensuite, il y a une synthèse qu'on appelle Fischer-Tropsch, que vous connaissez peut-être, qui à partir du gaz de synthèse va reconstituer des hydrocarbures. Cette réaction est connue de Fischer-Tropsch, elle est utilisée industriellement aujourd'hui à partir du gaz de synthèse, mais qui ne vient pas de biomasse. Et donc ici, on retombe dans un processus connu et on fait des hydrocarbures qu'on connaît, qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour faire du gazole. Alors ensuite, il y a des procédés qui sont toujours thermochimiques, c'est-à-dire qu'on est toujours à haute température, mais qui sont à plus basse température que la gazéification, qui vont permettre de liquéfier cette biomasse. Donc c'est une sorte de pyrolyse rapide qui vont faire ce qu'on appelle un biocrude, qu'on ne peut pas utiliser tel que directement pour les carburants. Donc il va falloir faire un hydrotraitement de ce biocrude, donc l'upgrader, de façon à pouvoir l'utiliser également en mélange dans les essences. Donc là, c'est aussi des procédés qu'on développe en collaboration. Et puis enfin, là c'est toujours en fonction de la température, on va sur des procédés qui sont beaucoup plus sobres en conditions opératoires, c'est des procédés qui sont biotechnologiques, biochimiques. Et là, on va, bien sûr, alors il faut pré-traiter la biomasse dans tous les cas, et ensuite on va avoir différentes étapes. Donc une étape enzymatique d'hydrolyse qui permet de transformer la cellulose en sucre, en particulier de glucose, et ensuite on va avoir une fermentation alcoolique qui va permettre d'atteindre l'éthanol. Donc là, la fermentation alcoolique est connue, et donc là, l'éthanol est utilisé directement ensuite dans l'essence en différentes proportions. Donc là, vous avez les échelles de temps estimées de la sortie de ces différents procédés. Donc là, c'est un procédé qu'on développe avec des partenaires, donc qui aujourd'hui a passé le stade du prototype, qui devrait être industrialisable normalement en 2017. Donc on voit qu'on est très proche de ça. Et c'est là que je dis que la mutualisation est importante, parce que sur ces procédés-là, eh bien, on est obligé d'aller sur des étapes de démonstration pour démontrer justement la faisabilité. C'est très difficile de savoir déjà, de pouvoir faire des estimations sur le facteur économique, sur les analyses de cycle de vie, sur les rejets de CO2. Donc on est obligé d'aller au démonstrateur pour en faire la démonstration. Donc c'est des budgets qui sont énormes, qui sont mutualisés avec des partenaires et qui permettent d'aboutir à des démonstrations qui peuvent aller vers l'industrialisation. Donc le procédé qu'on appelle aujourd'hui Futurol est arrivé pratiquement à sa maturation. Les autres sont un peu plus long terme, mais qui ne sont pas très loin aujourd'hui de l'issue industrielle. Alors, juste pour dire sur cette carte que l'éthanol, en fait, ce n'est pas une curiosité, l'éthanol qui vient de biomasse de deuxième génération. Ici, vous avez tous les procédés, donc toutes les capacités qui sont construites ou en construction supérieures à 10 000 tonnes par an. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réalité, ce n'est pas simplement une curiosité de laboratoire ni des prototypes. Donc on voit que c'est quand même concentré. Alors je ne vais pas détailler, mais il y a des procédés qui sont plutôt thermochimiques et les procédés qui sont plutôt biologiques. On voit que les procédés biochimiques prédominent, hein, et on voit que c'est quand même concentré majoritairement aux États-Unis, en Amérique du Sud, bon, un petit peu en Europe et en Chine, mais c'est surtout dans ce secteur-là. Donc on peut se poser la question aujourd'hui, l'éthanol de deuxième génération, c'est-à-dire l'éthanol qui ne vient pas de canne à sucre, comme c'était fait au Brésil, à partir par exemple de résidus agricoles, est-ce que ça peut devenir une molécule plateforme pour faire demain de la chimie aussi? C'est-à-dire que là on était plutôt sur une application carburant, mais on peut se poser la question comment on peut utiliser l'éthanol de l'eau. Alors c'est ce qu'on regarde aussi, donc là c'est la partie biomasse d'air chimie, et je pense qu'il faut que ce soit intégré aussi avec l'approche carburant, donc il y a l'approche carburant qui sont des capacités beaucoup plus importantes, et on s'aperçoit que pour la chimie, c'est des capacités moins importantes qui peuvent être complémentaires. Donc quels sont les drivers majeurs pour faire de la chimie à partir de biomasse? Bon, il y a effectivement aujourd'hui une approche sociétale. Alors une demande du consommateur, c'est à vous de répondre. C'est vous le consommateur, comme on disait. Est-ce que le consommateur a envie de payer un peu plus cher? Parce que ce n'est pas aujourd'hui complètement équivalent d'un point de vue économique à tout ce qu'on va faire à partir de fossiles. Mais par exemple, en France, en tous les cas, je ne sais pas ici, on trouve les bouteilles de Volvic avec le bouchon vert. Bon. C'est un petit peu plus cher, mais par contre, c'est un acte effectivement sociétal peut-être, puisqu'on utilise du carbone renouvelable, donc avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, là, c'est pas biodégradable, mais ça va être recyclable. Ensuite, pourquoi faire de la chimie à partir de biomasse? Pour faire des nouveaux produits. Donc là, par exemple, on a remplacé, c'est de la substitution, mais on peut aussi faire des nouveaux produits, parce que la biomasse, on a vu, elle est extrêmement riche au niveau des fonctions chimiques qu'elle peut apporter. Donc on peut concevoir des molécules qu'on ne fait pas avec le fossile, ou qui sont très difficiles à faire. Donc là, il y a des cas, je vais en parler un petit peu après.
Ensuite, c'est très important aussi, il y a une demande industrielle. Mais là, la demande industrielle, elle est aussi pour la diversification des matières premières, surtout pour sécuriser l'approvisionnement et atténuer l'impact de la volatilité des prix des matières premières qui aujourd'hui est très important. On a vu le pétrole, aujourd'hui c'est très difficile de savoir, pourtant il y a des experts qui sont dessus, mais très difficile parce qu'il y a des conditions géopolitiques qui sont dures à cerner et puis qui sont de multiples horizons. Et finalement, de savoir si le prix du pétrole va remonter en 2016 ou pas, c'est pas évident. Donc effectivement, l'industriel va chercher à sécuriser cet approvisionnement, à ne pas subir la volatilité des prix, à ne pas être que sur une ressource. Et donc pour lui, ça l'intéresse d'aller sur des ressources autres. Il y a également la valorisation de l'image de marque à partir d'un premium vert. Également, il y a aussi un paramètre qui peut être intéressant, c'est de développer l'activité économique agro-industrielle, donc avec des nouveaux débouchés pour le secteur agricole et forestier. Donc voilà quelques drivers qui font qu'on peut faire de la chimie à partir de biomasse. Et là, il y a deux stratégies. Donc nous, on en a développé une à l'IFP Énergie Nouvelle, mais d'autres industriels développent l'autre. Donc la première stratégie consiste à dire, il existe déjà des procédés industriels qui font des produits finis et des grands intermédiaires à partir de ressources fossiles. Je peux juste substituer, c'est ce qu'on va montrer derrière, ces intermédiaires par les mêmes produits mais qui sont issus de biomasse. Donc on fait exactement les mêmes produits. Donc là, il n'y a pas de propriétés différenciantes, ce sont les mêmes, simplement c'est low carbone. Donc ça se questionne parce qu'il y a un facteur économique qui se pose également. Donc il faut être en compétition économique aussi avec ce qui existe, ce qui n'est pas facile. Mais c'est un choix alors, qui a ses avantages parce qu'au niveau du risque industriel, on peut directement aller sur une chaîne qui existe. Deuxième possibilité, on va sur des nouveaux produits. C'est-à-dire que là, on va faire carrément des nouveaux intermédiaires qui n'existent pas, avec un risque également qui est plus important, parce que quand le produit n'existe pas, il faut montrer ses propriétés d'usage. Donc là, c'est juste un dernier schéma qui montre ce qu'on peut faire et ce qui est en cours. Donc effectivement, on a plutôt suivi aujourd'hui la stratégie qui consiste à dire on va substituer des produits qui existent, intermédiaires qui existent, par quelque chose qu'on peut faire à partir de biomasse. Donc typiquement, on a parlé d'éthanol 2G qui est proche d'être industriel, de deuxième génération, donc qui aujourd'hui est à un prix qui n'est pas très loin de l'éthanol à partir de canne à sucre, donc ça devient compétitif. À partir de cet éthanol, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le déshydrater, donc ça c'est des réactions qui se font assez facilement, qui sont catalytiques, pour faire de l'éthylène. Donc on part de l'éthanol, on enlève une molécule d'eau, on fait de l'éthylène. Donc ça c'est un procédé qu'on a développé avec Total et qui aujourd'hui est proposé au niveau commercial et industriel. Et puis à partir de l'éthylène, on a vu ce qu'on peut faire. On peut faire les dimères qui permettent d'être incorporés dans le polyéthylène, ce qui permet d'avoir accès à un polyéthylène qui est 100% bio. Donc on reconstruit finalement la pétrochimie à partir d'une ressource renouvelable. Alors ce qu'on peut faire également, parce que si on veut reconstruire ce qui se passe au niveau du vapocraqueur, il faut faire du propylène. Donc le propylène, on peut le faire à partir d'éthylène, donc c'est des réactions de dimérisation et de métathèse qui permettent d'arriver au propylène pour aller vers le polypropylène complètement bio. Ce qu'on développe aujourd'hui avec la société Michelin, donc et notre partenaire Adsens, c'est également du biobutadiène à partir d'éthanol, où là, effectivement, le biobutadiène est utilisé pour fabriquer les pneus. Donc aujourd'hui, on va vers cette voie-là qui est déjà une étape avancée, qui consiste à faire des pneus à partir de butadiène qui vient plus du vapocraqueur mais de l'éthanol. Et puis là c'est plus, alors ça c'est aussi très avancé, donc là on est au stade du pilote, donc c'est une collaboration qu'on a eue avec la société Amelotech américaine qui consiste à faire de la pyrolyse donc catalytique directement à partir de biomasse de façon d'avoir accès aux aromatiques. Donc là c'est bio, benzène, toluène, xylène. Donc le vapocraqueur, il forme aussi des aromatiques qui sont utilisés en particulier pour faire les bouteilles en polyéthylène terephthalate. Donc dans le terephthalate, il y a la partie aromatique. Et le challenge qui a été posé aux scientifiques, c'est comment arriver à faire la partie aromatique à partir de la biomasse. Donc aujourd'hui, ça existe. Et on arrive à faire du bio, de l'acide terephthalique à partir directement de biomasse. Et puis ça c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Alors on peut y accéder à partir de l'éthylène, donc faire de l'éthylène oxyde, et après faire de l'éthylène glycol qui est la partie E du polyéthylène terephthalate. Mais l'idée c'est d'arriver à le faire directement à partir de biomasse, donc ça c'est un challenge scientifique qui est encore plus important, mais vers lequel on essaye de travailler, et qui nécessite d'utiliser justement des catalyses qui soient, qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire un mélange de catalyse homogène, hétérogène, ou enzymatique et homogène, de façon à arriver à cet objectif qui est très particulier parce qu'on part de biomasse.
Voilà, j'en suis arrivée à la fin, j'ai peut-être été très longue, ça a duré, vous m'aviez demandé, mais ça a duré peut-être plus longtemps que ce qui était prévu. Je vais juste conclure parce qu'il y a une question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle sera l'usine du futur? En fait, on a des contraintes quand même, c'est un peu des banalités, mais il faut quand même le remettre sur le papier. On a des contraintes importantes, comment notre usine du futur va pouvoir se décliner, en particulier, à partir de ces contraintes qui deviennent des opportunités d'innovation aussi. Alors ce n'est pas des contraintes, je dirais que c'est un environnement aujourd'hui qui devient de plus en plus sévère. Donc effectivement, quand on veut faire une transformation, il y a les entrants, et puis il y a ce qui sort. Donc les entrants, on a vu, c'est quoi? C'est ce qui coûte cher pour faire la compétitivité des procédés, c'est les matières premières, l'énergie, et les utilités. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les matières premières, elles sont de plus en plus diverses. On a des ressources d'origine fossile, des ressources d'origine renouvelable. L'énergie est possible intermittente, donc une énergie aussi renouvelable. Donc il va falloir adapter tout ça. Donc il y a une variabilité de flux en qualité, en quantité, une disponibilité qui est beaucoup plus variable également, aléatoire, et puis un coût également qui en dépend. Donc une matière première aujourd'hui qui est beaucoup plus difficile à estimer et qui néanmoins comptabilise pour un coût important du procédé. Donc ça, ce sont les entrants. Puis quand on regarde ce qui sort, donc c'est le produit, en fait on s'aperçoit qu'on va vers le consommateur et vers le marché, et qu'il y a une demande du consommateur qui de plus en plus a un besoin presque à façon. Donc on a une équation à résoudre qui est importante aussi et qui est difficile parce que le consommateur il veut des produits de plus en plus diversifiés, avec un besoin qui devient de plus en plus ponctuel et à façon. Et tout ça, il faut le faire en satisfaisant l'environnement, la société, la durabilité, la sécurité et la santé. Donc c'est pas facile. Et la variable d'ajustement dans tout ça, c'est le procédé, c'est la transformation bien sûr, qu'il va falloir s'adapter. Donc qu'il va falloir adapter. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est important parce que le catalyseur rentre dans le cœur du procédé, mais il y a aussi la technologie, il y a l'intensification du procédé, il y a l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, il faut des procédés qui soient à la fois robustes, évolutifs, flexibles. Donc on va plutôt vers des usines peut-être modulaires, comme on dit, avec des blocs qu'on pourra utiliser en fonction du besoin, mais qui soient de plus en plus compétitives. On veut des usines qui vont aller vers des temps de développement de plus en plus courts, parce que ça a un coût bien sûr, donc des investissements de plus en plus courts et qui vont faire multi-produits, c'est-à-dire satisfaire le consommateur avec des produits et une qualité et des propriétés d'usage qui seront définies sur le produit. Donc il faut également relier les propriétés d'usage des produits avec les spécifications, c'est-à-dire les propriétés physico-chimiques du produit qu'on connaît. Et quand on va vers des nouveaux produits, c'est quand même difficile aujourd'hui, sans avoir à faire des échantillons de grosse taille, de pouvoir relier les propriétés d'usage aux propriétés physico-chimiques. Et donc on essaye de faire des modèles pour ça, de façon à ne pas avoir à faire des démonstrateurs sur des grosses capacités pour démontrer ça. Donc je ne sais pas si je suis claire, mais en fait le procédé aujourd'hui et l'usine du futur est à repenser, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui discutent de ça et qui pensent, il y a les big data dessus aussi qui interviennent parce qu'il y a le numérique qui va intervenir et qui va permettre sans doute d'apporter beaucoup là-dessus. Il y a tout ce qui est impression 3D qui permettent de faire des prototypes certainement avec des coûts moins chers et plus rapidement que des maquettes comme on le fait aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'évolutions en ce sens et on voit que ça bouge beaucoup sur l'usine du futur. Voilà, donc c'est à la fois du catalyseur, de l'usine du futur, de la technologie, donc il faut vraiment plusieurs compétences pour arriver à faire ça. Et puis je crois que c'est terminé, je sais pas, oui, si je veux rendre hommage à mon professeur, enfin mon collègue, qui était Yves Chauvin, qui nous a quittés il y a juste un an en fait, et qui m'a toujours dit, donc je le répète à tous, soyez toujours curieux, parce que c'est l'essence de tout, la curiosité, je dirais pas la créativité, parce que c'est difficile de dire à quelqu'un d'être créatif, ça s'apprend pas. Par contre curieux, c'est vrai qu'on peut toujours être curieux et puis de s'intéresser à tout ce qui nous entoure et puis peut-être à faire des innovations, c'est-à-dire de la valorisation de l'invention. Voilà, j'espère en tous les cas avoir honoré votre présence, c'est surtout ça, parce que vous êtes venus vraiment nombreux, sans doute d'horizons très divers. Donc c'était peut-être des fois un peu pointu, donc n'hésitez pas à me chatouiller sur les points un peu critiques. Et je vous remercie surtout pour votre attention. Merci à tous. Passer aux questions, s'il y a des questions. Oui. Merci, Madame Olivier Bourigou, d'avoir instigé notre curiosité. C'était un grand succès. J'ai deux questions. Une question plutôt du domaine scientifique et l'autre du domaine de la spéculation. D'abord,
dans les 3 domaines que vous avez démontrés, donc les petites molécules, les biomasses et la catalyse des molécules intermédiaires, quel est le rôle du modélage mathématique pour prévoir la réactivité? Quand nous on a fait chimie il y a longtemps, malheureusement, c'était complètement empirique. Et donc, est-ce que vous avez un avantage de compétitivité dans votre groupe ou dans l'institution de par le modélage mathématique? Question numéro 1. Et puis la deuxième... Je réponds peut-être à celle-là d'abord, comme ça, oui, très bien. Si vous permettez, puis tout à fait. Comme ça, on retient la question. Alors oui, c'est primordial. C'est une compétence transverse qui est utilisée. Alors, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, on est complètement prédictif, il faut être honnête. Mais on a beaucoup avancé. En tous les cas, on utilise cet outil pour faire de l'expérimentation au débit. Donc ça a beaucoup permis, en tous les cas, même pour le catalyseur hétérogène comme homogène d'ailleurs, d'arriver à aller plus vite vers le résultat. Donc l'expérimentation au débit, on fait des tests catalytiques et même de la préparation et des catalyseurs en parallèle, donc vraiment sur des petits réacteurs et puis beaucoup de réacteurs en parallèle, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et de screener un grand nombre de catalyseurs. Et on s'aide de la modélisation moléculaire pour rationaliser les résultats et trouver des relations propriétés, structure par exemple, des catalyseurs et puis de leur réactivité. Donc la modélisation moléculaire est un outil essentiel pour arriver à corréler, parce qu'on a des bases de données énormes, les propriétés de ces catalyseurs avec leur réactivité et leur performance. Donc on s'aide de la modélisation moléculaire qui aujourd'hui permet de décrire, donc on a des descripteurs quelque part, de décrire ces propriétés et donc de les utiliser. Ce qui est très important aussi, c'est l'évolution vers laquelle on va, c'est qu'on veut faire du multi-échelle, parce que la modélisation moléculaire est au niveau atomique, par exemple, homogène ou hétérogène, et ce qu'on veut faire, c'est aussi aller au réacteur. Donc il faut modéliser la réaction et donc la cinétique. Et donc la modélisation moléculaire s'applique aussi au multi-échelle, jusqu'à ce qui se passe au niveau de la réaction elle-même dans le réacteur. Donc là, c'est de la cinétique qui, elle aussi, est modélisée. Et donc, il faut faire le lien entre ces différentes échelles, et je dirais que le progrès, il est peut-être plutôt là, c'est sur le multi-échelle. C'est d'arriver à faire le lien entre ce qui se passe au niveau de la réaction et ce qui se passe au niveau atomique. Et ça a beaucoup progressé. Alors, je ne suis pas du tout théoricien, mais on travaille beaucoup avec eux. Aujourd'hui, je vais être honnête, en tous les cas, dans ma spécialité, en catalyse homogène, on essaye d'être prédictif. Aujourd'hui, on ne l'est pas encore, mais on arrive à démontrer ce qui se passe et à comprendre ce qui se passe, à écrire des mécanismes. L'idée, c'est de faire du prédictif, c'est-à-dire demain, à dessiner le catalyseur et les propriétés du catalyseur qu'il faudra bien pour arriver exactement à la cible. Aujourd'hui, on a des cibles de performance qui sont dans le blue sky, là, qu'on n'atteint pas et qu'on voudra atteindre. C'est comment on peut les atteindre et comment on peut prédire les propriétés du catalyseur. Alors, bon, quand c'est hétérogène, c'est des propriétés aussi de surface, de porosité, de texture. C'est compliqué. Mais on y arrive, ça évolue très très vite. Associer tout ça avec des technologies aussi analytiques qui sont très évolutives. Aujourd'hui, on fait du in situ, c'est-à-dire qu'on arrive in operando à voir certaines choses qui se passent au niveau de la réaction, ce qui nous aide à comprendre aussi. Donc tout ça, c'est couplé. L'analytique a beaucoup progressé, technologie d'analyse avancée, avec la modélisation moléculaire, associée à l'expérimentation au débit, parce qu'on a une base de résultats de tests expérimentaux qui est également beaucoup plus importante. Et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Et ça se sent sur les produits qui sont sortis aujourd'hui. On arrive à sortir des produits beaucoup plus vite et la compétition, les concurrents aussi d'ailleurs. Donc je dirais, on est dans l'urgence de l'innovation, ce qui est pour le scientifique des fois un peu désœuvrant. Parce que ne faut pas le faire en 3 ans, il faut le faire des fois en 2 ans, parce que sinon on n'a pas meet to market, donc on n'est pas là quand il faut, quoi. Donc on est un peu sous pression et bon. Effectivement, il faut mettre tous les atouts de notre côté, c'est pas facile. Donc, je suis désolée. Donc, la deuxième question. La deuxième question, c'est plutôt du domaine de la spéculation. Est-ce que vous pouvez nous donner une spéculation de la composition de carburant pour le transport dans 5 ou 10 ans? Il y a beaucoup de discussions dans les journaux là-dessus. Et comme vous avez dit, il y a plusieurs processus. Et quel est votre sentiment par rapport au développement réel? Alors je dirais, c'est vraiment très difficile parce que je ne suis pas spécialiste du tout et que les économistes travaillent dessus et ce serait vraiment la boule de cristal pour moi. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des drivers qui sont réglementaires.
Donc quand il faut qu'il y ait un certain nombre d'incorporations de ressources renouvelables dans le carburant, ça c'est un driver fort, parce que quand il y a une réglementation, on est obligé d'y aller. Et aujourd'hui, effectivement, on voit bien sur tout ce qui est biodiesel, on arrive pratiquement au taquet, et pour autant, il y a quand même des réglementations qui nous imposent d'aller peut-être à 10%, voire 15% en France, d'incorporation de ressources renouvelables dans le carburant. Aux États-Unis, ils sont arrivés au plafond sur l'éthanol, donc il va bien falloir utiliser autre chose. Donc, parce que l'éthanol, on peut l'utiliser à différents ratios aussi dans le carburant, c'est pas 100%, sinon ça nécessite de revoir après le véhicule. Donc tout ça, il faut le considérer. Donc je dirais qu'on est obligé aujourd'hui de considérer différentes options. Effectivement, l'éthanol en fait partie. C'est ce qui est le plus avancé. Je suis plus sceptique peut-être sur des composés qui seront plus... on voit dans la littérature beaucoup de choses sur des composés oxygénés qui sont plus sophistiqués. Là, il faut le démontrer, c'est plus dur parce qu'il y a des technologies après moteur, matériaux, réservoirs qu'il faut adapter. Donc là, je ne sais pas, ça paraît plus lointain. En tous les cas, sur l'éthanol, oui. Biodiesel, on va arriver sans doute au top de la performance. Après, tout ce qui est issu de la biomasse, mais qui finalement, la biomasse, c'est des produits aussi qui sont identiques à ceux qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est directement utilisable, comme on appelle en drop-in. C'est-à-dire qu'on peut le mettre directement dans le carburant. On ne modifie pas le carburant, c'est les mêmes hydrocarbures, simplement qui sont produits à partir de biomasse. Quand on fait de la gazéification et du Fischer-Tropsch, on obtient des paraffines qui sont celles qu'on utilise aujourd'hui dans les carburants actuels issus du raffinage. Donc là, ça peut être utilisé directement en drop-in, ça veut dire qu'on peut mélanger deux types de carburants qui sont identiques mais d'origine différente. Donc ça va se faire. C'est quand on utilise des molécules différentes comme l'éthanol, où là, effectivement, il faut peut-être adapter si on va à des proportions qui sont plus importantes que ce que le moteur peut utiliser en France, en Europe. Au Brésil, ils utilisent ça. Bon, après, moi, je ne peux pas répondre là à la question parce que ça serait vraiment en dehors de ma compétence, je dirais. Donc, c'est trop boule de cristal. Mais on travaille sur toutes ces voies-là. L'industrie de transformation, on a plutôt alors tendance à voir dans le futur des unités plus dites, plus spécialisées, si j'ai bien compris, plus dispersées aussi, plus près peut-être et certainement plus près des marchés où il y a la demande. Quelles sont les perspectives à long terme pour l'industrie européenne? Alors là, comment ça va se décliner? Là, c'est pour ça que l'équation est difficile, parce que ça dépend beaucoup aussi de l'industrie dont on parle. Il y a des choses qui sont un peu contradictoires en fait là-dedans, parce que quand on veut faire un procédé par exemple qui va dégager moins de CO2, c'est plus cher. Ça, faut être honnête, c'est plus cher. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc, comment ça va se faire? Il va y avoir de l'intégration sans doute, du regroupement. Comment ça va impacter l'industrie européenne? Ça, c'est vraiment là aussi un peu la boule de cristal. Certainement qu'il va falloir changer, puis faire de l'intégration au niveau des localisations qui soient beaucoup plus optimisées. Maintenant, ce qui est contradictoire aussi, c'est qu'on veut à la fois des choses qui soient spécifiques, très pointues au niveau des produits qu'on veut atteindre, et puis quelque chose qui soit extrêmement modulaire. Donc c'est comment on va pouvoir y arriver. Donc c'est pas évident. Et là, quand on parle d'industrie, de transformation, il y a tout ce qui est industrie de chimie fine, pharma et autres, donc qui utilisent beaucoup des concepts, par exemple, de batch. C'est-à-dire qu'ils utilisent des campagnes avec des réacteurs où on introduit tout au départ et qu'on fait tout dans un réacteur fermé, par exemple. C'est des campagnes, le batch, en fait, on introduit tout dans un réacteur, on ferme quelque part. Ensuite, on sort tout du réacteur. Alors, il y a un catalyseur, mais tout est mis dans le réacteur en même temps. En pétrochimie, par exemple, ça on ne peut pas le faire parce qu'on aurait des réacteurs énormes, vu les capacités, c'est pas possible. Donc nous, on utilise des procédés continus. Aujourd'hui, effectivement, il s'avère que ça devient intéressant de transposer des opérations continues sur par exemple des opérations de chimie plus fines, qui ne soient pas de pétrochimie, il y a un gain. Donc ça aussi, certainement qu'il y a une évolution dans ce sens qui va se faire, avec plutôt des micro-réacteurs. Alors on va peut-être faire du downsizing, je ne sais pas comment ça va être opérationnel, mais on va vers des changements peut-être de ce type-là. Je pense qu'il y a aussi le développement biotechnologique aujourd'hui impacte quand même. Donc c'est déjà utilisé, mais on voit que les gens le regardent. Je pense qu'il y a un facteur économique. L'extrapolation n'est pas évidente, mais de plus en plus c'est regardé. Là, il y a des études qui sont faites sur l'acide succinique, par exemple, qui est utilisé comme intermédiaire quand on compare le fossile avec la biotechnologie. La biotechnologie peut présenter des avantages et c'est des conditions qui sont plus sobres.
donc qui sont peut-être plus respectueuses de l'environnement, mais ça va être du cas par cas. Je ne sais pas comment raisonner vraiment dans l'ensemble, ça va être extrêmement difficile. Hein. Je pense qu'il faut raisonner intégration de plus en plus. La localisation et le regroupement va être important, il va falloir minimiser le CO2 parce que il faut regarder l'ensemble de l'usine. Hein. Mais comment ça va impacter, en tous les cas en Europe, on se pose bien la question, mais en tous les cas on y réfléchit. Ouais, et les industriels y réfléchissent. Ceci dit, ils font déjà, quand on les discute avec eux, ils nous disent on fait déjà de l'optimisation énergétique, on n'a pas attendu tout ça. Donc ils optimisent. Mais quand on est au point optimal, c'est souvent difficile, parce que ce point optimal, ce n'est pas le point qui correspond à celui qu'on utiliserait pour faire moins de CO2. Donc l'équation n'est pas exactement au même endroit. Ils sont à l'optimum énergétique, ce qui est important. Maintenant, si on leur dit faut diminuer le CO2, ça change un peu. Et puis c'est CAPEX, OPEX plus cher. Donc c'est ce qu'on disait, s'il n'y a pas un tarif du CO2, ça sera dur. Hein. Donc il y a ça aussi qui va sans doute rentrer en ligne de compte pour qu'il y ait une incitation. Mais je reste à ma place de scientifique, c'est extrêmement difficile. Nous, on réfléchit, c'est sûr, sur les opérations de mise en œuvre, et on dit comment on peut mieux utiliser la matière et les procédés, mais comment ça va se décliner, justement, on a beaucoup de réflexions en ce moment avec les industriels pour déjà comprendre leurs besoins et pouvoir y répondre au mieux, mais pas toujours facile. Hein. On s'y attache. On s'y attache. Ah non, ça on s'y attache, c'est sûr, il y a beaucoup de groupes de travail là-dessus, j'en fais partie, mais pour l'instant on est dans une réflexion qui avance, mais qui se concrétisera sans doute, c'est une obligation, on n'a pas le choix. Est-ce que la toxicité des catalyseurs joue un rôle dans le choix des procédés que vous cherchez à tester? Tout à fait. Là aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais il y a un autre objectif, d'ailleurs c'est un de nos verrous scientifiques aussi, c'est de pouvoir utiliser des métaux non toxiques. Aujourd'hui on a des procédés, je les ai peut-être mentionnés mais je ne les ai pas détaillés, qui utilisent par exemple du chrome. Bon, c'est des procédés qui sont utilisés industriellement, qui sont extrêmement sélectifs, et aujourd'hui il y a Cosmetal qui peut faire le travail parce qu'on a de la sélectivité qu'on n'a pas avec un autre métal. Sauf que quand on utilise du chrome, ensuite faut le traiter, et puis quand on l'incinère, il faut vérifier que dans les fumées il n'y a pas de chrome 6. Donc c'est des opérations de post-traitement qui sont coûteuses et qui en plus nécessitent c'est coûteux parce qu'il faut vérifier que ça puisse être compatible avec l'environnement, mais c'est pas souhaitable, quoi. Donc ce qu'on nous demande, nous, en tant que scientifiques, en tant que verrou scientifique, c'est de regarder la réactivité d'autres métaux. Donc on va explorer dans la classification périodique des métaux qui sont aujourd'hui très peu utilisés pour faire cette réactivité, mais qui peuvent avoir un potentiel. Alors pourquoi sont-ils peu utilisés? Des fois on se pose la question, on voit le groupe 11, par exemple il y a le cuivre, il y a l'argent, on se dit pourquoi les gens n'ont pas utilisé finalement, est-ce qu'ils pourraient faire des choses? Et c'est là que la recherche, il y avait un jeune qui posait la question ce matin, la recherche a des limites. Eh bien on s'aperçoit qu'il y a des préjugés quand même en recherche, et on se dit ces métaux, ils ont une réactivité qui a été décrite. Par exemple, on dit qu'ils ne peuvent pas faire ce type de réaction. Eh bien, on s'est rendu compte, alors on travaille en collaboration avec des personnes qui sont à l'université à Toulouse, eh bien, elles ont montré qu'en utilisant le bon ligand autour du métal, on arrive à modifier en s'aidant de la modélisation moléculaire, justement, parce que là, on ne peut pas trop faire essai-erreur, sinon on y passe beaucoup de temps. Donc, ils s'aident beaucoup de la modélisation moléculaire pour essayer de corréler la réactivité en fonction de l'environnement du métal, et en choisissant le bon ligand, ils sont arrivés à montrer après expérimentalement que ce métal pouvait faire ce que certains autres faisaient, qui n'était pas souhaitable d'utiliser. Alors pour différentes raisons, c'est la toxicité, ça peut être aussi la disponibilité. Il y a des métaux qui aujourd'hui vont être peu disponibles dans l'avenir, où les ressources sont limitées, donc il faut essayer de les substituer. Donc on travaille là-dessus effectivement. Ouais. Donc ça c'est vraiment un axe très important qui est aussi corrélé avec le recyclage. De plus en plus on essaye de recycler les métaux, mais le défi scientifique pour nous c'est plutôt d'intégrer la façon dont on va le recycler dans la conception. En fait c'est une façon de penser un peu différente. Avant on y pensait une fois que c'était fait, en disant le catalyseur il est usé, faut le recycler, bien sûr ça existe déjà, on va récupérer les métaux, sauf que maintenant on essaye de réfléchir comment dans la conception du catalyseur on pourra recycler les métaux. Donc c'est un concept qui commence à venir et qu'on essaye de décliner, mais qui nous impacte directement dans la préparation et dans la conception du catalyseur. Donc c'est très pertinent. Ouais. C'est vraiment un défi. Donc aujourd'hui, oui, c'est bien ça. Utiliser des métaux qui sont peu utilisés, mais qui sont abondants et non toxiques. Donc le fer,
Et là, je dirais même, je dévie un petit peu, mais on fait beaucoup de catalyse bio-inspirée, parce que le fer, par exemple, est beaucoup utilisé dans la nature, et nous on l'utilise. Alors en chimie, le fer est compliqué, mais on a eu des approches bio-inspirées pour l'utiliser comme la nature le fait, donc c'est tout ce qui est biomimétisme qu'on utilise de plus en plus. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Donc le fer en fait partie. Est-ce qu'on a une idée dans le grandeur du ratio en termes d'analyse de cycle de vie entre la chaîne conventionnelle et votre chaîne de production actuelle? Ah oui, alors ça c'est vraiment, donc ça c'est très important, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on regarde. J'ai pas de chiffres parce qu'il faudrait que ce soit au cas par cas, donc c'est fait de façon automatique. La difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à faire ce cycle de vie, parce que là aussi il faut que tout le monde soit d'accord sur la façon de le faire. Donc c'est du puits à la roue, effectivement, donc il faut que tout soit intégré, parce qu'il y a aussi la collecte par exemple de la biomasse qui peut intervenir dans l'analyse. Donc aujourd'hui d'abord il faut que les gens s'entendent sur la façon dont on peut faire cette analyse de cycle de vie. Donc là aussi, les gens y travaillent aujourd'hui, ça tend à converger, parce qu'on voit que les analyses tendent à converger entre différentes parties indépendantes, donc on voit qu'il commence à y avoir des stratégies qui sont les mêmes, et ça effectivement on le fait systématiquement. Donc maintenant que les outils sont de plus en plus étudiés, érodés, c'est automatiquement fait, effectivement ça fait partie de l'étude et du choix. Donc là sur les... Alors bon, là j'ai pas les chiffres, bon, je dois l'avoir sur certaines diapositives, mais bon, effectivement si on compare la première génération avec la deuxième génération, il y a un avantage sur certains cas, utiliser la deuxième génération, et par rapport aux carburants existants fossiles. Ouais. Donc ça, c'est fait systématiquement. Je dirais qu'il faut savoir aussi mesurer le CO2, donc ça aussi, c'est beaucoup travaillé en direct, c'est-à-dire en continu. Donc là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui. Bon, c'est pas ma partie, donc c'est fait par... Par rapport au conventionnel, on a un rapport d'heure je peux pas dire comme ça. Non, là, je peux pas dire. Non, je veux pas le dire comme ça. Je veux pas dire des chiffres en l'air parce que ça servirait à rien et c'est sensible. C'est des sujets qui sont assez sensibles, donc je veux pas dire de chiffres qui sont pas significatifs. Il faudrait prendre un cas précis. Effectivement, je crois que j'ai une diapositive là-dessus. Donc, il faudrait prendre un cas précis, puis effectivement, ça a été fait où on compare. Mais comme ça, je peux pas dire si c'est 2, 10. Il y a un facteur avantageux pour certains procédés. Ce que je peux dire, c'est que c'est regardé de très près. Et que ça fait partie du choix et de l'analyse, c'est sûr. Donc je ne réponds pas à votre question directement, mais trop complexe pour donner un chiffre précis, même s'il est à la louche. Hein. Je crois que j'ai un slide là-dessus, je peux le rechercher et vous le montrer, sur les cas qui ont été étudiés. Je vous montrerai après. Peut-être une dernière question? Non? C'était la dernière. Je vais vous montrer parce que j'ai un slide qui marche bien là-dessus. Est-ce que les batteries ne font pas tout révolutionner? Les batteries, il y a encore des problèmes à résoudre surtout. Hein, donc, vont tout révolutionner, c'est ce qu'on espère. Mais, Parce qu'il y a quand même des projets de batteries oui. révolutionnaires. Donc, si oui. elles arrivent au oui. niveau industriel, oui. ça risque de baisser fortement oui. l'utilisation du pétrole dans le transport. Oui, c'est le stockage de l'énergie. Donc oui. Là, effectivement, on regarde de près aussi. Il y a encore des gros verrous. Donc, il y a des verrous il y a des verrous scientifiques et technologiques. Donc, effectivement, on n'y est pas encore. Hein? Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Non, c'est vrai. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est 5 ans, 8 ans? Il y a des gros verrous aujourd'hui. Donc, mais le jour où ça arrivera, ça sera certainement très intéressant. C'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, c'est un gros souci. Hein. Si on arrive à stocker l'énergie convenablement, effectivement, c'est pour les énergies intermittentes, oui, c'est très intéressant. Il y a des verrous, hein, je confirme. Donc là aussi, c'est des sujets qui sont fortement regardés. Ouais. J'en ai pas parlé parce qu'on ne travaille pas directement sur les batteries. On modélise, mais on n'est pas directement à la partie batterie. Mais, j'ai entendu parler de projets évolutionnaires industrialisé d'ici, pas tout de suite. Je pense que c'est pas aux échéances, c'est pas dans 2 ans. Je pense que c'est pas tout de suite, c'est à un plus long terme. Oui. C'est plutôt cette échelle de temps. Oui. Parce que dans votre schéma, ça pèse pas au bout du temps. Effectivement, les estimations que j'ai montrées ne montrent pas que ça va partir comme ça sur le renouvelable, parce qu'il y a encore des gros verrous technologiques. Et là, c'était à une échéance de 2030, donc effectivement, c'est assez lointain.
Donc c'est qu'on estime que peut-être que ça ne sera pas atteint à ce niveau-là. C'est pas dans 5 ans, peut-être plus longtemps. On a également un autre souci avec les renouvelables, c'est la disponibilité de la matière. Il y a déjà énormément de tensions, Oui. rien que les usages bois-énergie Tout de à la fait. biomasse, on a des tensions terribles. Tout à fait. C'est vrai. On a une croissance que vous avez décrite, vous participez généreusement et efficacement au progrès, à l'amélioration des process, mais je crois qu'il y a une vraie question de remise en question de nos modèles. On ne résoudra pas cette équation malgré tous les efforts que vous faites. Alors c'est pour ça que je dis que c'est difficile à estimer, parce que ce sera un pourcentage, ça ne va pas remplacer, je pense, le pétrole complètement, ça c'est inespéré, je pense que ça ne sera pas possible. Mais bon, après c'est très local, et effectivement cette compétition d'usage, donc avec l'alimentaire, elle a été vraiment mise en évidence sur cette première génération. Avec la deuxième génération, il peut y avoir aussi des compétitions d'usage qui sont... exactement, qui soient utilisables pour la chaleur, donc les compétitions d'usage vont exister de toute manière. Et puis même la collecte, la disponibilité, l'origine, la diversité, tout ça c'est des problèmes qu'on a. Et bon, effectivement, ces problèmes-là, nous on peut juste travailler sur le procédé, dire bon ça existe, après pour arriver à le concrétiser, ça va sans doute être local. Je suis aussi de votre avis que pour l'instant il y a des gros verrous à ce niveau-là. Hein. Et venant d'Europe, je travaille sur des biomasses tropicales. Au secours. On n'a plus du tout les mêmes produits, Non. on n'a plus les mêmes fonds. Ça c'est un problème, c'est ce que je mentionnais la ressource est vraiment de plus en plus diverse. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur le pré-traitement et sur la purification, même sur les huiles végétales. On a eu des huiles d'origine diverses qui apportaient des impuretés, donc il faut qu'il y ait un pré-traitement et une purification qui soient adaptés. Le catalyseur, de toute manière, il ne va pas être compatible avec tout. Donc le pré-traitement, aujourd'hui, même sur la biomasse lignocellulosique, a été un verrou. Bon, on y travaille beaucoup, là, par contre, de façon à pouvoir avoir une... Ouais. Le pré-traitement avant l'hydrolyse enzymatique, il n'est pas enzymatique. Le pré-traitement de la biomasse pour déstructurer la biomasse, c'est pour faire que les enzymes soient plus efficaces. En fait, le coût des enzymes est un verrou économique important dans le procédé pour fabriquer de l'éthanol. Donc, il faut bien sûr diminuer le coût des enzymes. Et pour ça, il faut améliorer la performance du pré-traitement de façon à ce que les enzymes soient plus efficaces. Donc, il y a différentes étapes dans le procédé. Le pré-traitement en est une, et ce pré-traitement-là est très important. Après, il y a différents types de pré-traitement, chimiques, mécaniques. Enzymatique, c'est peut-être pas encore complètement... on en parle, mais c'est pas industriel, mais traitement mécanique et chimique, oui. Les produits que vous fabriquez sont recyclables à combien de pourcents? Alors recyclable, attention, c'est pas biodégradable. C'est recyclable. Par exemple, le polyéthylène terephthalate aujourd'hui est recyclé. C'est pas tous les produits, c'est pas biodégradable, c'est recyclable. Du coup, on peut le réutiliser en début de C'est ça. chaîne. Alors on peut le réutiliser, alors après sur un usage qui n'est pas forcément celui de l'origine. Ça c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Mais c'est pas biodégradable, c'est juste recyclable. Oui. Et c'est une des problématiques, par exemple, quand on utilise des intermédiaires qui ne sont pas du polyéthylène terephthalate, par exemple des nouveaux produits aujourd'hui, il y a tout ce qui est PEF, polyéthylène furanoate. C'est ce qui est utilisé à partir des dérivés furaniques qui viennent des sucres. Donc ça, Coca-Cola, par exemple, est sur cette affaire. Sauf que le problème, c'est que là, les cycles de recyclage, en tous les cas dans les procédés qui existent, ne sont pas forcément compatibles. Donc le recyclage est un aspect très important. Donc effectivement, il faut que le produit puisse être recyclé. Et quand c'est un nouveau produit, est-ce qu'on peut le recycler dans ce qui existe? Pas toujours, donc ça peut être un verrou, effectivement. Donc ils sont recyclés aujourd'hui. Ouais. Et il y a les polymères qui sont biodégradables. Ça, c'est autre chose. D'accord. Là, c'est recyclé, le PET est recyclé. On va devoir conclure. Écoutez, j'espère avoir pu répondre en partie à vos questions. Je ne suis pas spécialiste sur tout, je reste scientifique et chimiste à l'origine. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions et on se les pose nous aussi sur la biomasse en tant que chimiste parce que c'est nouveau quelque part. Je pense que le modèle économique est nouveau et de savoir qui d'ailleurs dans la chaîne de valeur va être l'origine du procédé. Est-ce que ça va être plutôt le chimiste ou le raffineur? Est-ce que ça va être plutôt celui qui va triturer la graine, enfin plutôt le côté de la ressource? C'est vrai que c'est des questions qui sont nouvelles. Dans les modèles économiques, c'est pas forcément facile. Donc il y a différents acteurs qu'il faut mettre ensemble pour arriver à faire ça. L'arbitrage reviendra aux politiques et on s'adaptera. On ne va pas laisser faire le marché. C'est très risqué en ce moment de laisser faire le marché dans un contexte de réchauffement climatique tel qu'il arrive.
Ça, c'est un point de vue. Si vous pouvez ne pas le laisser faire. C'est beaucoup, comment on dit, market pool. Hein. Il y a techno-push et market pool dans les mots du jargon qu'on entend aujourd'hui. Effectivement, nous, on est plutôt techno-push, on a toujours été. C'est en fait, on a des inventions, enfin, on a des avancées technologiques. C'est pas forcément, dans le passé, des meilleures technologies qui gagnent. Et qui s'imposent, et après, on est parti avec. On en a peut-être un exemple dans le passé. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est beaucoup market pool. Hein. On a aussi des nouveaux barbares qui arrivent avec de nouvelles technologies, des systèmes de modélisation, et qui bousculent un petit peu les ordres établis, tels que définis, market pool ou techno-push. Et on a des gens qui arrivent avec des nouvelles technologies et qui révolutionnent pas mal de choses, qui ont des gros moyens. Je prends des exemples des startups de la Silicon Valley. Exactement. Donc ça arrive beaucoup aux États-Unis. Après, est-ce qu'ils arrivent à mettre sur le marché, à extrapoler les procédés? Il y en a beaucoup aussi qui ont commencé puis qui ont fermé, ou qui se font racheter mais qui n'y arrivent pas. Donc il y a eu beaucoup de startups effectivement sur ces procédés, en particulier biotechnologiques. Mais quand il faut aller à l'extrapolation, il y a des verrous quand même qu'il faut lever pour arriver à... Pas forcément les outils qu'on a en France. Donc je suis désolée, on va devoir interrompre d'autres impératifs, mais on tient à remercier Madame Olivier Bourbidou pour sa conférence. Merci à l'Université encore de Luxembourg de nous avoir accueillis dans ses locaux pour cette conférence. Et on tient à remercier ce beau partenariat. Merci à vous en tous les cas. Et,